Alors, on a effectivement dans le champ de la consommation culturelle, comme dans d'autres champs, comme dont a parlé Pascal, notamment la question de l'habillement, de la mode, etc., on a des affirmations identitaires très fortes avec des consommations qui marquent des générations, c'est-à-dire des musiques à la mode, des films qui ont eu beaucoup de succès vont marquer une génération qui va s'en souvenir tout au long de sa vie. Donc il y a bien des effets générationnels et pas simplement de cycle de vie. Alors par rapport à la question des enjeux pour la nation, pour les politiques publiques, il y a cette question de comment se transmet la culture, les pratiques culturelles, et notamment par rapport à l'idée de la culture de référence, celle qui fait l'esprit d'une nation, qui fait la culture nationale, celle qui s'exporte aussi. Et on sait qu'aujourd'hui, cette dimension que les Américains appellent soft power est très très importante en termes sur le terrain de la mondialisation. Il y a un autre enjeu qui est celui de l'économie des productions culturelles. Est-ce que la numérisation met à bas toute une série de modes de production et de rémunération des produits culturels? Bon, ça c'est une question très connue. Et il y a un dernier enjeu qui est celui de la manière dont l'action publique et les pouvoirs publics cherchent à soutenir la création, la diffusion, l'animation culturelle. Alors, je vais donner quelques éléments rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur les évolutions, en m'appuyant principalement sur une source qui est la source principale en France sur les pratiques culturelles, qui est l'enquête PCF, c'est-à-dire Pratiques culturelles des Français, qui est réalisée périodiquement, à large périodicité. Vous avez les chiffres des années, là. 81, 88, 97, 2008, c'est la plus récente, qui était réalisée, commandée par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, la grande mutation qu'il y a eu depuis 10 ans, c'est pas tellement une mutation des contenus culturels, c'est essentiellement une mutation des supports par lesquels on consomme des contenus culturels. Et ces supports, c'est aujourd'hui pour les jeunes, essentiellement l'univers de l'écran et de l'écran interactif. C'est-à-dire que les jeunes se sont mis à, disons, donner beaucoup moins d'importance à ce médium passif qu'est la télévision. Et se sont mis à utiliser tous les types, aujourd'hui hyper diversifiés, d'écrans sur lesquels on peut interagir. Et vous voyez que ici, sur cette courbe-là, qui est la courbe des 15-24 ans, vous avez une chute ici qui s'est produite entre 1997 et 2008, une chute de l'intensité d'écoute et d'usage de la télévision parmi les jeunes générations. Là, sur cette courbe-là, vous voyez qu'au fil du temps, par des Français qui écoutent la musique tous les jours ou presque, on est chez les jeunes dans une augmentation très forte. Les moins jeunes également, la population générale également est dans ce rythme, mais de manière beaucoup plus lente, progressive. Alors, dans les consommations culturelles, un des sujets qui a toujours suscité depuis des années une alarme très forte, c'est la question de la lecture et de savoir si le développement du numérique a tué ou va tuer la lecture. On sait que tendanciellement, le nombre de lecteurs ou la part des Français qui sont lecteurs a tendance à décroître. Mais les jeunes restent, vous voyez que la courbe supérieure, celle des jeunes, restent ceux qui lisent le plus. Et donc là, on est à l'inverse d'une idée souvent répandue qui est que ce sont les personnes âgées qui lisent le plus, les jeunes lisent peu. Non, ce n'est pas vrai du tout. De la même manière, par des Français inscrits ayant fréquenté une bibliothèque au cours des 12 derniers mois, on voit que c'est très stable dans la population dans son ensemble, mais les jeunes, ça s'est accru, même si sur la fin, là, on a quelque chose qui est peut-être un début de baisse ou seulement une fluctuation. Pourquoi ça s'est fortement accru?
essentiellement du fait de l'évolution des pratiques d'études dans le cadre de la scolarité et qui font que la bibliothèque aujourd'hui est utilisée comme lieu de travail de façon beaucoup plus intense qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ça étant lié au développement des équipements de médiathèque. On se demande toujours si les objets culturels, le livre, le CD, le DVD vont disparaître. En réalité, il y a effectivement un élargissement de l'usage des supports numérisés. Donc on va regarder un film, on va écouter de la musique sur un ordinateur ou sur une tablette ou sur un smartphone. Et pour autant, les objets perdurent. Pourquoi? Parce que les objets ont un rôle social très important. Ils ont notamment un rôle de tout ce qui relève des cadeaux et des échanges qui sont faits au sein des réseaux et donc au sein des familles, etc. Donc la dimension de l'objet reste forte et on ne peut pas penser pour autant que voilà, le livre, par exemple, va disparaître définitivement. Non seulement les jeunes, vous voyez, par des Français qui sortent le soir au moins une fois par semaine, est très nettement supérieur et très stable dans le temps que les autres classes d'âge. Mais en valeur, y compris en valeur, les jeunes, alors même qu'ils ont beaucoup moins de revenus, dépensent autant annuellement que les classes d'âge du milieu du cycle de vie. Sur la visite des musées, là encore, on va se rendre compte que les jeunes générations sont celles qui ont la pratique la plus fréquente. Hein, mais là, les courbes sont relativement plus rapprochées. Qu'est-ce qui fait que pour le musée, d'ailleurs, comme pour le théâtre, les jeunes générations vont régulièrement? C'est beaucoup l'entraînement scolaire qui est extrêmement actif en termes de sorties scolaires. Sur le plan des enseignements artistiques, il y a bien un développement qui est lié au champ scolaire, des pratiques artistiques dans les écoles de musique, dans les conservatoires d'art plastique, etc. Mais il y a un grand abandon des pratiques à partir du moment où les jeunes deviennent actifs, rentrent dans la vie active. Et à la différence de pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, il n'y a pas une tradition et une culture de la pratique amateur qui soutient et qui entretient des apprentissages qui ont été acquis plus jeunes. Alors, pour finir sur les dimensions liées aux politiques culturelles, quelles sont les grandes questions? Il y a effectivement eu une question très importante qui était de savoir si le numérique allait détourner des pratiques culturelles, mais aussi des consommations, c'est-à-dire de l'achat de biens culturels. En fait, on se rend compte, et cela, plusieurs des études qu'on mène au Crédoc montrent que le fait d'être internaute, au lieu de diminuer d'autres pratiques, se trouve cumulé à d'autres pratiques. Et les jeunes qui sont les plus utilisateurs d'Internet sont aussi ceux qui ont le plus de pratiques culturelles ou le plus de consommation culturelle. Par contre, une des grandes questions des politiques culturelles depuis Malraux, c'est la question de la démocratisation. Et sur ce terrain, sur 30 à 40 ans de recul, on se rend compte que le bilan n'est pas très positif en dépit de tous les efforts. Et les efforts sont très importants, aussi bien nationaux que des collectivités territoriales. Donc il y a des domaines qui sont, les domaines qui sont perméables à la culture populaire. On constate qu'il y a moins de hiérarchie entre l'intensité de pratique selon le niveau social. Donc c'est des domaines classiques, la télévision, la musique dite populaire, un certain nombre de genres d'ouvrages. Les domaines, en revanche, sont apparus des domaines nouveaux qui sont liés aux usages du numérique, et là les jeunes sont très investis dedans. Par contre, les pratiques culturelles les plus
dites les plus élitistes, correspondant à des genres culturels plus savants, eux ont maintenu une hiérarchie sociale extrêmement forte avec des catégories sociales supérieures qui consomment 3 à 4 fois plus que les catégories les plus modestes. Et donc, ces dernières années, il y a eu réactivation de tout ce questionnement autour de la gratuité, de l'accès aux lieux culturels, notamment la question de la gratuité des musées, mais dans un gouvernement antérieur, il y avait eu la question du prix du théâtre, avec des mesures d'accès des jeunes au théâtre. Toutes ces tentatives ont montré qu'elles ont un effet relativement faible en termes de démocratisation. Elles permettent d'accroître la fréquentation numériquement, mais elles ne permettent pas de l'ouvrir socialement, beaucoup, disons. Et surtout, elles ont un gros désavantage, c'est qu'elles provoquent ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, c'est-à-dire un usage qui profite à ceux qui utilisent le plus déjà, ou qui pratiquent le plus. C'est-à-dire, si le musée est gratuit, eh bien, les catégories sociales supérieures, ils vont y aller 2 fois plus qu'avant. Et vous avez certaines collectivités territoriales qui avaient rendu leur musée gratuit, je pense notamment à la ville de Caen, et qui ont fait marche arrière à la lumière de ce constat que ça profitait essentiellement aux catégories sociales supérieures.